On va démarrer. Donc le sujet du jour pour ce Tech Talk, la partie Privilege Management Cloud. Et en l'occurrence, on va traiter de deux fonctionnalités qui sont arrivées assez récemment dans ce produit-là. Donc Privilege Management Cloud, pour rappel, donc c'est l'offre de gestion dynamique de privilèges pour les environnements Windows et Mac. Et en l'occurrence, j'ai bien spécifié cloud dans ce Tech Talk parce que les fonctionnalités dont on va parler, c'est des fonctionnalités qui sont portées dans le cloud et dans le cloud uniquement. Donc, si vous êtes en EPM on-premise, donc avec le Client Beyond Insight, les fonctionnalités qu'on a là, vous les aurez pas, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que ça arrivera à jour, mais à ce jour, en tout cas, elles ne le sont disponibles que dans le cloud. Les deux sujets principaux dont je voulais parler sur cette session. La première, c'est la partie Package Manager, qui est arrivé, je dirais, Q3 2023. Donc, on commence déjà fin Q3 ou début Q4. On commence à avoir un petit peu de retour déjà dessus. Et surtout, ça a vraiment enlevé une épine du pied qui était assez importante dans l'offre Privilege Management. Vous savez qu'on fonctionne sur une architecture avec donc la partie cloud qui vous permet d'avoir la partie reporting et la partie configuration, mais vous avez surtout un agent qui doit être géré, déployé, et cet agent, en plus on dit 7 agents, mais en vrai il y a deux agents, un agent qui nous permet d'avoir la sécurisation du poste, l'élévation dynamique de privilèges, et puis un agent qu'on appelle l'adapteur qui s'occupe de tout ce qui est communication entre le poste et le serveur, pour récupérer les configurations bien sûr, mais aussi pour remonter les logs. Et donc ça faisait deux agents, ça fait toujours deux agents d'ailleurs, et le problème étant, c'est pas tellement sur le déploiement, parce que les outils de déploiement sont aujourd'hui, il y en a de multiples, ils sont très efficaces, et puis les différents agents côté Beyond Trust étaient fournis au format MSI, donc c'est pas très compliqué à déployer. Le problème étant, c'est plutôt sur la maintenance, la gestion de vie, où il faut que les postes de l'entreprise qui possèdent l'agent soient connectés, que notre outil les détecte, mette à jour les versions, aussi bien de l'adapteur que du client. Et puis ça, avec des fréquences de mise à jour, EPM Cloud, c'est un des produits, peut-être le produit qui a subi le plus d'avancées ou le plus de versions en tout cas au cours des derniers mois, années. Et donc c'est vrai que si on veut vraiment être up-to-date au niveau des agents, qui n'est pas une obligation absolue, parce qu'il y a des rétrocompatibilités bien évidemment, mais si on souhaite vraiment être à jour, ça nécessitait quand même un travail régulier pour mettre à jour tous ces agents-là. Beyond Trust a donc sorti il y a plusieurs mois donc le Package Manager, qui est encore un agent finalement, un agent additionnel, sauf que c'est un agent pour contrôler les autres. Cet agent-là, on n'a plus que ce package-là à déployer. Pareil, c'est un MSI, on va regarder ensemble comment ça se passe. On déploie le package manager, et ensuite on a des politiques qu'on vient définir au niveau des groupes d'ordinateurs pour définir si on veut travailler dans une version spécifique d'agent ou d'adapteur, ou si on veut toujours être up-to-date sur les dernières releases qui sont mises en place. Et le package manager, à partir du moment où il est déployé, va venir opérer la gestion du cycle de vie des agents de manière complètement automatique, nativement, sans qu'on ait rien à faire. Donc très pratique, et surtout donc le package manager peut servir aussi bien pour la première installation que pour l'ensemble des mises à jour suivantes. Donc finalement, alors soit on a du coup un agent de plus, parce qu'on avait donc le client, on avait l'adapteur, on a maintenant le packager, donc un agent de plus, sauf que c'est cet agent-là et cet agent-là seulement que vous avez maintenant à déployer une seule et unique fois pour gérer le reste. Alors j'indique sur le slide être patient pour la partie installation et mise à jour. C'est vrai sans être vrai, c'est-à-dire que bien évidemment, faut être patient parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais pour autant, c'est quand même relativement rapide. Les agents, ils viennent chercher l'information de manière régulière, et donc ça va s'opérer en règle générale assez rapidement. Comment ça se définit au sein de l'interface? C'est plutôt facile. Vous avez une nouvelle section dans la partie paramétrage qui a été définie. Vous pouvez donc définir dans quel groupe l'ordinateur qui va être déployé grâce au package manager, dans quel groupe il va s'inscrire. Souvenez-vous, le fait d'associer un groupe à une machine est plus qu'important, parce que c'est ce qui va déterminer quelle politique il va récupérer.
donc l'association à un groupe. Vous avez donc la possibilité d'avoir un petit toggle, un petit bouton qui vous permet de démarrer ou pas le packager en automatique. On peut se demander pourquoi. En fait, la raison du pourquoi, c'est si vous avez des masters. Si vous avez des postes en VDI typiquement, vous pouvez, sans les agents installés, vous pouvez le démarrer manuellement. C'est-à-dire, vous le ferez en fait au sein de votre master au réveil pour éviter en fait qu'il récupère une clé d'identification unique et que vous ayez toutes les mêmes machines de partout. Donc, gardez ça à l'esprit. Et puis surtout, comme pour les autres composants qui étaient le client et l'agent, et l'adapteur, où il vous générait la ligne de commande pour l'installation, de la même manière, vous retrouvez cette ligne de commande qui est indiquée juste en dessous, avec toutes les clés qui vont bien pour s'inscrire dans votre tenant, pour s'inscrire dans le bon groupe, pour avoir la clé de chiffrement, enfin la clé d'échange entre les composants. Vous téléchargez le package qui est un MSI, vous avez la ligne de commande et après, soit vous faites une installation manuelle, soit vous faites une installation par un outil de télédistribution de votre choix et vous avez déployer votre package manager. En termes de settings, c'est quasiment tout. On a quand même une section package manager settings, vous voyez sur la partie droite, qui vous permet de gérer aussi la partie seuil de communication. Donc on voit que le seuil il est à 5000, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Ça veut dire que le produit il est pensé, il est taillé pour avoir une élasticité extrêmement large. On a d'ailleurs sur ce produit-là des clients à plusieurs dizaines de milliers de postes. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, sachant que par défaut, le rate limit, il est positionné à 5000, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus de 5000 agents qui viendront être gérés en simultané par le package manager, histoire de limiter malgré tout les connexions TCP vers votre instance cloud. C'est le seul settings d'ailleurs qui existe sur ce package manager. Une fois qu'on a déployé le package manager, c'est une première bonne chose, mais pour autant, je vous l'ai dit, vous avez encore des éléments à faire parce qu'il faut déterminer dans quelle version vous souhaitez être. Et ça va se définir au niveau des groupes, au niveau de vos groupes d'ordinateurs. Vous avez dans les propriétés du groupe une section update, et dans cette section update, vous allez pouvoir utiliser le bouton Manage Update. D'abord, il va falloir activer le Package Manager et Manage Update qui va vous permettre de déclarer si vous voulez être dans une version, dans la dernière version en date, donc dès qu'une nouvelle version est mise à disposition dans votre tenant, vos agents ils vont venir la récupérer. Quand je dis dès qu'ils la récupèrent, c'est en tout cas très rapidement et ils vont passer et se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez aussi choisir de bloquer sur une version antérieure, aussi bien côté client que côté adapteur, pour avoir une garantie de fonctionnement et que vous restiez maître des mises à jour qui vont être opérées. Et le gros intérêt, c'est que cette configuration, je vous l'ai dit, il se fait au niveau groupe. Donc c'est pas un paramètre global. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos postes sur une mise à jour sur la dernière release. Si vous avez différents groupes d'ordinateurs, vous pouvez tout à fait, par exemple, avoir un groupe, on va dire, de recettes et un groupe de production. Si vous voulez valider qu'il n'y a pas de problématiques sur les dernières releases d'agents ou d'adapteurs, vous mettez juste votre groupe de recettes en latest version. Quand sur la partie production, vous bloquez sur une release et quand vous considérez que tout va bien, que ça a été validé pendant des jours et des semaines sur votre recette, vous changez le numéro de version côté groupe de production pour que ça se passe automatiquement. Donc c'est quand même assez granulaire, ça vous permet de gérer vraiment vos mises à jour de manière contrôlée, groupe par groupe, avec toujours la notion de seuil limite qui est disponible. Il y a un autre petit bouton aussi qui est gérable par le Package Manager et qui est plutôt très pratique. C'est donc les Client Settings. Et parmi ces Client Settings, il y a un point qui est, à mon sens, essentiel, qui faisait partie des best practices, mais qu'on oubliait souvent dans les lignes de commande de déploiement, c'est l'Event Log. Vous savez que l'agent, il log localement toutes les informations, tout ce que vous avez décidé de loguer en termes d'élévation, de blocage, d'interopération avec l'utilisateur. Par défaut, ça écrit dans le journal d'application Windows. Alors c'est bien, les logs ils sont là, sauf que ça se mélange avec finalement tous les autres logs Windows en tant que tel. Donc là, juste la deuxième petite option où vous pouvez choisir Beyond Trust Privilege Management dans Event Log Location, ça vous permet de créer un journal spécifique dans lequel tous les logs de PM vont aller s'écrire. Donc moi je trouve que ça reste une bonne pratique. On sait que les logs, s'il y en a, ils tomberont ici et ça nous évitera d'aller les chercher dans un journal d'application qui en plus peut être
peut être nettoyé, peut être en mode rotatif, etc. Et donc on peut perdre des événements éventuellement. Donc ça reste une bonne pratique d'utiliser ça. On retrouve aussi la partie hook-load méthode. Pour ceux qui ont déjà eu à faire un peu de troubleshooting sur EPM, sachez que c'est justement en cas de troubleshooting, pour certaines applications, le hook-load méthode va définir en fait la manière dont on intercepte et dont on injecte la DLL en fait dans le process pour faire le contrôle de l'élévation dynamique de privilège. Et donc dans certains cas, si votre application ou vos applications sont pas correctes, bah, vous pouvez travailler là-dessus en termes de troubleshooting. Je vous déconseille de le modifier, hein, c'est vraiment dans des cas de troubleshooting, c'est si le support vous le demande ou si nous on vous le demande lors de tests qu'on peut faire avec vous, mais sinon c'est pas quelque chose qu'on vient modifier en autonomie. Dernière option qui est disponible là-dedans, la partie Password Safe Mode Enabled. Pour ceux qui ne le savent pas, EPM et Password Safe ont une intégration existante. Alors, ça fera peut-être d'ailleurs partie d'un prochain Tech Talk. Donc, j'en dis pas plus. Je verrai pour travailler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un élément qu'il fallait faire avant en ligne de commande, rajouter un élément lors du déploiement. Aujourd'hui, on peut directement l'activer grâce aux client settings du package manager. Donc, même si vous n'y avez pas pensé lors de l'installation, eh ben, vous pouvez le faire a posteriori. C'est plutôt pratique. Une fois que tout ça c'est fait, bah, c'est à ce moment-là que le côté patience se révèle. Et donc, bah, vous n'avez plus qu'à attendre que vos postes se mettent à jour. Donc, côté groupe, vous aurez des informations, donc qui est sur le slide de gauche, vous aurez des informations sur globalement le groupe, est-ce qu'il est à jour ou est-ce qu'il est pas tout à fait à jour. Et vous pourrez ensuite aller dans le détail des ordinateurs où vous aurez une visibilité de chacun des ordinateurs unitairement pour savoir si l'adaptateur a été mis à jour, pour savoir si le client a été mis à jour. Vous aurez aussi dans les détails de l'ordinateur la possibilité d'aller regarder dans quelle version il est au cas où. Donc c'est des choses que vous pouvez avoir. Très rapidement, parce que finalement les slides étaient, je pense, assez parlants, mais juste pour vous remontrer dans l'interface. Donc on retrouve dans notre section paramétrage la partie Packager Manager. Donc on a cette partie qui va nous permettre de générer notre ligne de commande qui va être définie, le téléchargement du Package Manager, la partie Settings où on peut définir un seuil limite si on le souhaite. Encore une fois, par défaut, on est à 5000, donc on est déjà sur des métriques très élevées. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à définir au niveau des groupes d'ordinateurs la politique de mise à jour. Donc ça se passe, si mon instance veut bien me répondre, elle est un peu lente ce matin. Allez. Tac. Dans les détails du groupe, je disais la partie Update, la partie Package Manager, où vous pouvez justement gérer les versions. On voit ici que j'ai un ordinateur en attente d'une nouvelle release qui est sortie très récemment, la 24.2. Donc le client est à jour, l'adapteur doit être mis à jour, mais en tout cas, il est bien sur la latest release à ce niveau-là. Donc c'est bien au niveau du groupe que ça se définit, pas au niveau de l'ordinateur. Tous les ordinateurs au sein d'un groupe bénéficieront de la même politique d'update. Donc vous pouvez pas, si vous avez des politiques différentes, il faut créer des nouveaux groupes, il faut déplacer les ordinateurs d'un groupe à l'autre. Ça se fait très facilement, mais il faut le faire. Et puis donc les autres settings, la partie client settings, je le disais, le mode password safe activé, donc l'intégration avec password safe, l'intégration du journal d'événements dans un journal séparé, et puis le hook-load method qui est plutôt pour la partie troubleshooting. Très facile à gérer, très efficace, et on a ensuite nos différents ordinateurs qui vont pouvoir être gérés automatiquement, et vous aurez le status qui sera défini dans les 10 différentes colonnes pour vous dire si vous êtes up-to-date ou pas. Le deuxième élément dont je voulais parler, et ça c'est plus une nouveauté parce que c'est arrivé en janvier, donc dans la première release de 2024, donc la 24.1, c'est le Local AD Connector qui était quelque chose d'extrêmement attendu. Alors pourquoi ? Parce que vous avez dû voir les annonces côté Beyond Trust que pour Beyond Trust Cloud, la MMC n'est plus supportée.
Donc la MMC, c'était cette petite console MMC justement qu'on a utilisée pendant des années, en tout cas pour ceux qui connaissent EPM depuis des années, qui nous permettait de créer nos politiques, qui nous permettait de faire toute la phase de configuration. On utilisait cette fameuse MMC. La MMC, elle avait la possibilité, vu qu'elle était installée sur un serveur Windows, elle allait browser les utilisateurs et les groupes que vous vouliez utiliser en termes de filtrage de vos workstyles, donc dans vos politiques. Et c'était très efficace, très pratique. Sauf que fin d'année 2023, Beyond Trust annonce la fin de vie de la MMC pour Beyond Trust Cloud. Et donc, un souci se pose à nous, c'est que dans la partie EPM Cloud, pas de possibilité d'aller chercher, d'aller browser votre AD local. Donc, vous utilisez le Web Policy Editor, parfait. Il a énormément évolué au cours de l'année 2023 et il est maintenant extrêmement efficace en termes de configuration, de copier-coller, de gestion, de visibilité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été apportées dans le Web Policy Editor, qui vous permet donc de manipuler vos politiques directement dans votre navigateur. Mais il manquait toujours quelque chose, c'est que quand vous alliez dans la partie filtrage, quand vous souhaitiez affecter un workstyle à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, il fallait connaître le SID. C'est pas très pratique, pas très ergonomique, pour un AD local en tout cas. Et donc, quand il y a eu cette annonce de MMC, on était tous en attente de quelque chose qui nous permettrait finalement de browser notre AD. Et cet élément-là est arrivé avec ce qu'on appelle donc le Local AD Connector. Comme son nom l'indique, c'est un petit composant à installer sur un serveur du domaine chez vous. Alors, pas un contrôleur de domaine, mais un serveur du domaine. Et ce connecteur-là, c'est lui qui va vous permettre de faire la partie énumération de vos utilisateurs et de vos groupes. Et c'est lui qui va vous permettre, grâce à l'interface qu'il y a dans le cloud, de pouvoir aller chercher un utilisateur, chercher un groupe utilisateur pour l'affecter à un workstyle. L'installation, ça se passe quasiment comme ce que je vous ai montré sur le packager, extrêmement générique, on va dire, dans la manière dont c'est apporté. Vous avez un nouvel onglet qui est apparu dans la console, je vous le montrerai aussi après. Et on vient, de la même manière que je vous en ai parlé pour la partie packager, on vient définir donc la clé d'installation qui va être utilisée et on va pouvoir télécharger le connecteur en lui-même. Une fois qu'il est téléchargé, on fait l'installation, c'est complètement autonome, complètement vraiment automatisé. Il y a rien à faire de particulier. Vous avez la ligne de commande et vous pouvez le faire en tant que tel. Par contre, une fois que c'est fait, il faut quand même l'activer. Okay, donc en fait, il va apparaître dans votre console. Il y avait déjà une section qui s'appelait Active Directory Settings et qui vous permettait d'aller faire une jonction avec votre Azure AD justement pour browser les comptes de votre Azure AD si vous étiez en full Azure. Attention, je dis bien en full Azure, je dis pas en Azure AD Connect, en full Azure avec des ordinateurs en Azure Join ou Entra AD Join maintenant. Mais on n'avait pas donc d'AD local. On a donc ce nouvel onglet qui est apparu Local AD. Vous avez votre connecteur qui va venir apparaître dans cette partie-là et que vous allez pouvoir activer directement dans l'interface. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir browser vos comptes. Comment ça se passe? C'est dans vos workstyles. Vous le savez, donc il y a la partie filtre. On le voit d'ailleurs sur l'écran ici. Je suis dans un workstyle qui s'appelle All User et dans la section filtre, je vais avoir la possibilité de créer un nouveau filtre utilisateur. Et dans ce filtre utilisateur, je vais pouvoir aller browser, rechercher des comptes et en l'occurrence, rechercher des comptes dans mon AD local. Donc, j'avais avant, encore une fois, cette section Azure AD qui était disponible. Maintenant que j'ai un connecteur AD, j'ai la capacité à aller browser un AD local pour aller chercher mes utilisateurs. Pareil, petite démonstration de cette partie-là. Donc, au niveau de mes settings, la partie AD connector qu'on retrouve juste ici. Donc, on avait l'adapteur qui était dispo. On a maintenant l'AD connector. De la même manière, il vous propose de vous fournir la clé d'installation suivant les différentes versions que vous pouvez avoir. Vous téléchargez le composant l'AD connector qui est disponible juste ici dans les sources comme traditionnellement, je dirais, pour pouvoir les télécharger et vous allez installer votre connecteur. Une fois que c'est fait, il apparaît dans cette partie-là et vous pouvez donc l'activer. Vous aurez ici un Enable plutôt qu'un Disable vu que chez nous, il est déjà activé. Une fois que ça c'est fait,
on se retrouve dans notre politique avec la capacité, donc là j'ouvre une politique complètement par défaut, je vais prendre un work style, allez, medium flexibility par exemple. Dans les filtres, on va avoir la possibilité, je le disais, donc dans la création des nouveaux filtres de type utilisateur, cette capacité à aller chercher des comptes dans la délocale. Donc l'installation, je vous disais, du connecteur, elle est complètement transparente. Elle doit être faite sur un serveur de domaine, parce qu'il se sert justement de la machine du domaine pour pouvoir aller énumérer, vu qu'il n'y a pas besoin de droit particulier, pour récupérer cette énumération, et vous pouvez directement aller chercher vos utilisateurs ou vos groupes. Okay, donc très simple, très pratique. Finalement, on se demande même pourquoi c'était pas déjà là avant. Ça a mis du temps à arriver alors que ça semblait pas pour autant trop compliqué. Ça a mis du temps, mais c'est maintenant là, donc autant en profiter. Et maintenant, vous pouvez vraiment faire du EPM Cloud en 100% web. Il n'y a vraiment plus besoin de la MMC, et tant mieux parce qu'elle est décommissionnée, pour pouvoir travailler vos politiques, pour pouvoir gérer vos updates avec le package manager, pour pouvoir browser vos utilisateurs pour les différents filtres grâce à ces différents éléments. C'était les deux aspects vraiment que je voulais traiter. Dans ce module-là, il y a quand même une petite chose aussi que j'ai rajouté dernièrement là sur mes slides, parce que je voulais aussi l'adresser. Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais en profiter justement sur cet aspect-là. Il y a aussi 2-3 petites choses qui ont changé dans les dernières releases. Alors, aussi bien côté plateforme, côté infrastructure, je veux dire, donc côté console web, que côté template qui sont fournis. Donc, c'est important d'en parler aussi pour que vous soyez à jour et que vous ayez ces informations-là. Premièrement, au niveau de l'analytics, vous avez dû voir, ça fait déjà plusieurs mois que c'est disponible, mais ça y est, la maturité est là. On a vraiment des choses, l'analytics version 2, donc par défaut, il est maintenant activé. C'était pas le cas avant, c'était à vous de l'activer. Maintenant, vous pouvez malgré tout le désactiver, mais je vous conseille vivement de l'activer parce qu'il y a un moment, ce bouton, il va disparaître et vous serez en V2. Donc, autant vous familiariser avec l'interface, surtout qu'elle devient elle devient de plus en plus efficace et de plus en plus pertinente. On commence d'ailleurs par des notions de dashboarding qui sont plutôt intéressantes pour avoir des tendances, pour avoir une vision un petit peu synthétique du type d'action qui est réalisé sur votre infrastructure, du type de login qui est réalisé dans votre infrastructure. Donc vous savez que PM aussi est capable de monitorer si des gens sont encore admin local de leur machine. Hyper intéressant à visualiser, de savoir que j'ai encore des comptes admin locaux qui traînent. Ça peut être intéressant. L'autre élément, donc une fois ce dashboarding, il est cliquable. Vous voyez qu'on a les différentes sections qui sont utilisables, et on va pouvoir ensuite rentrer dans la partie événements. Cette partie événements qui va vous lister les éléments qui correspondent à un critère particulier. Critère ici, moi j'ai pris les actions qui ont été cancellées, donc annulées par l'utilisateur, mais vous pouvez utiliser tous les filtres adéquats pour aller rechercher ce qui vous intéresse dans une règle particulière. Vous avez toujours la possibilité, par exemple, de cliquer sur un des timestamps et d'avoir le détail exhaustif de la commande, que ce soit au niveau donc de la ligne de commande, que ce soit pour la signature, que ce soit pour le publisher, pour savoir pourquoi et quel traitement a eu lieu, c'est-à-dire dans quel groupe d'applications c'est rentré, quel a été le message s'il y en a eu un qui a été présenté à l'utilisateur, quel était le work style qui a été heurté, etc., etc. Donc, vous avez vraiment toutes les informations qui sont déclarées ici et qui vous permettent d'avoir une visibilité maximale sur l'événement. Vous avez aussi, et ça je pense que vous y étiez déjà habitué parce que c'est vraiment quelque chose d'important, ce petit bouton là qui vous permet directement de créer une règle dans une politique particulière. Donc en un seul clic, vous n'avez plus qu'à définir dans quelle politique vous allez souhaiter ajouter cette règle, et surtout dans quel groupe d'applications vous souhaitez l'ajouter. Donc, est-ce que c'est une application que je souhaite élever en privilège, et dans ce cas-là, ce sera très certainement une règle de type add admin. Est-ce que c'est une application que je souhaite simplement laisser à l'exécution et sûrement ne plus loguer parce que c'est une application du tout venant, elle n'a pas de risque en tant que telle, donc on est plutôt sur une application de type passive, ou c'est une application que je veux surtout pas voir, je veux même pas
éventuellement autoriser son exécution, même quel que soit le contrôle additionnel qui est fait, et je vais peut-être le mettre dans mes applications bloquées pour garantir sa non-exécution. Donc très pratique de travailler dans cette fenêtre-là quand vous avez des adaptations de configuration à réaliser. On retrouve aussi un autre onglet application qui vous permet, surtout sur un mode découverte, d'avoir votre cartographie applicative. Okay. Voir exactement ce qui tourne chez vous et à quelle fréquence ça tourne. C'est-à-dire, est-ce que si je prends par exemple cette application-là, eZip, je ne sais pas ce que c'est, eZip Lite, bah, je vois qu'il y a eu 9 fois cet applicatif-là qui a été demandé. Bon, par contre, je vois que ça ne touche qu'un seul utilisateur, donc c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement nécessaire. Quand on a des métriques ici qui explosent avec des grandes valeurs, on peut se dire que bah, finalement, cet élément-là est un élément qu'il faudra peut-être que je rajoute à ma politique parce qu'il impacte des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, leur ergonomie de travail est peut-être impactée, ils ont peut-être à se réauthentifier, ils ont peut-être à appeler le support, et donc il y a peut-être mieux à faire grâce à cette cartographie applicative que je peux remonter directement dans cette section-là. Et puis en dernier, la partie utilisateur qui vous permet de visualiser justement si vous avez des utilisateurs qui sont administrateurs encore, local administrateurs de leur poste. Donc c'est cette partie Analytics V2 qui est plutôt bien faite. Hein. C'est plus simple de naviguer, je trouve, à l'intérieur que la V1. En tout cas, quand on est un petit peu habitué. Où la V1, on avait plusieurs points d'entrée, plus compliqués à se structurer. Ici, on est vraiment sur un aspect qui est extrêmement factuel, les événements, les applications, les utilisateurs, et tout est à peu près cliquable à l'intérieur. La dernière chose que je voulais aborder, c'est une nouveauté de la partie 24.1 ou .2, je sais plus. Ils ont modifié un petit peu les templates par défaut. Gardez ça à l'esprit pour ceux qui font de l'EPM régulièrement. Regardez quand il y a des nouvelles versions qui sortent, qu'est-ce qui a pu être apporté dans les différents templates. Moi, je sais que je regarde toujours les quick templates quand ils sortent pour voir s'ils ont rajouté des choses à l'intérieur. Alors, je regarde pas tout en détail, mais il y a des fois des choses qui nous frappent un petit peu. Là, typiquement, c'est le cas. Ils ont changé pas mal de choses dans les workstyles. Pour ceux qui étaient habitués, vous aviez peut-être l'habitude de présenter aux clients le fait que on avait 8 règles par défaut qui étaient déclarées dans chacun des workstyles. On a aujourd'hui 10 règles par défaut qui sont présentées. En l'occurrence, c'est les 2 premières qui ont été ajoutées dans ce nouveau workstyle, je vais dire. Alors même si tout le reste n'a pas changé, mais ces 2-là n'existaient pas et elles ont été ajoutées dans la dernière version du Quick Template. Donc, vous ne pouvez pas faire de fusion simplement de ces 2 éléments-là. Il vous faut recréer manuellement si vous avez déjà un workstyle qui est en prod. Hein. Il n'y a pas le mode fusion existe, mais attention, si vous fusionnez un Quick Template avec votre production, vous allez vous retrouver avec énormément de doublons dans votre infra. Donc, il faut faire du segmenté. Et en l'occurrence, il faut aller créer ces 2 règles-là, si vous le souhaitez, basées sur ces 2 groupes d'applications-là. Donc, c'est des choses qui ont été vues, c'est plutôt du best practice ou de la gestion de sécurité qui est mis en place là-dedans. Il y a un élément qui est bloqué dans les blocs apps, qui est un élément de hacking, a priori, qui a été défini. Et puis, il y a une application qu'ils appellent les Risky Apps. Par défaut, il n'y en a qu'une là-dedans. C'est Process Explorer, parce qu'il y a un contournement qui a été trouvé aussi dans Process Explorer. Si jamais il est lancé avec un token administrateur trop élevé, vous voyez d'ailleurs qu'ici on est sur un token passif. S'il est élevé en privilège, il y a des moyens de contournement qui étaient faisables. Donc ils ont aussi adapté leur propre workstyle, leur propre quick template pour justement avoir les bonnes pratiques, avoir les best practices. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les templates, ils évoluent. Il y a des informations qui tombent dans les release notes souvent. Il faut être un petit peu attentif. C'est pas forcément toujours évident. C'est aussi l'objectif de Tech Talk, c'est de vous donner ces petits inputs pour vous aider au jour le jour dans vos déploiements. Voilà sur le contenu que je voulais traiter aujourd'hui avec vous. La partie donc Package Manager, la partie Local AD, la partie Analytics V2 et ces petites nouveautés sur le template. Merci de nous avoir suivis sur cette session-là.
Je vous donne rendez-vous. Alors, il y a écrit dans 2 semaines, mais de mémoire, dans 2 semaines, c'est un jour férié avec les ponts de mai, donc ça doit être plutôt dans 3 semaines qu'on va se retrouver. Et le sujet qui sera traité, normalement en tout cas, on va parler de la plateforme SRA, hein, Secure Remote Access, donc qui englobe aussi bien Privilege Remote Access que Remote Support. Et on parlera du middleware et du client d'intégration. Si ça vous parle, tant mieux. Mais on pourra mettre les informations à jour. Mais c'est des fonctionnalités qui sont gratuites, hein, sachez-le, et qui peuvent vous permettre d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités à votre environnement PRA, à votre environnement Remote Support, dans différents cas d'usage. Donc, ce sera l'objectif de parler de ces deux composants-là, le middleware et le client d'intégration. Merci à tous pour avoir suivi cette session. Comme je disais, tout ça c'est enregistré. On vous les mettra à disposition.